Bon, en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a encore plus de fusions du côté des entreprises ciné que dans tout Dragon Ball. On va évidemment reparler de la Warner qui se fait encore refourguer, mais avant ça, il y a quand même Amazon qui souhaiterait racheter MGM et donc James Bond. Ça va plus être Amazon Prime, ça va être Amazon 007 et on sera tous livrés en Aston Martin. Et puis il y a surtout TF1 et M6 qui s'allient. Alors là, il me tarde vraiment que Stéphane Plaza nous fasse visiter l'intérieur de Joséphine Ange Gardien. Ça a l'air coquet, moi je suis capable de faire une offre en un claquement de doigts. À la vôtre si vous m'écoutez en terrasse, puisque ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés, c'est le 297e JT Comics. Si vous êtes au ciné, passez le bonjour de ma part à notre Hawkeye Frenchie, l'enfant mineur psychopathe qui se sert de sa pioche d'une manière très peu conventionnelle, le petit de Mediavision. Bon, là je serais capable d'aller voir 1h30 de biopic sur lui, comme je serais capable de payer 70 balles pour être dans la fosse d'un concert de reprise de Carla Bruni par l'association des aphones de France. Mais avant tout, c'est pour ça que j'en ai pris qu'un petit peu, le devoir m'appelle, puisque c'est mercredi, donc passons tout de suite aux news de la semaine. Neuft, c'est la news insolite de la semaine. Vous vous souvenez de notre Stan Lee, Papy Moustache, Mister Cameo dans le Marvel Cinematic Universe, l'un surtout des pères fondateurs des comics super-héroïques modernes. Il n'est pas le seul, attention. Bon, comme tous les vieux qui ont un petit peu, voire beaucoup d'oseille, rien ne lui a été épargné sur son vieillage. Souvenez-vous que ça avait quand même culminé cette affaire quand on lui avait volé de son sang pour en faire des tampons autographes pour tamponner des comics et les revendre plusieurs centaines de dollars. Il avait quand même 95 balles à l'époque. Bon là c'est quand même un petit peu moins hardcore, mais même mort, ça continue de tourner la machine puisque on va vendre des éléments de production de sa toute première la web-série qu'il avait produite. Ça s'appelait le 7e portail, donc il va y avoir des concept art et surtout le tout premier épisode en entier, mais ça va être revendu sous forme de NFT, vous savez, cette crypto-monnaie associée à des œuvres d'art, en gros un fichier .mov avec un certificat d'authenticité en TXT que tu payes plusieurs milliers d'euros. Les ratpis d'Imul sont complètement perplexes. Vous me direz que c'est toujours mieux que de lui voler du sang, vous avez raison. Bon, après, repose en paix Papy Moustache, et moi les NFT, je vous avoue que ça m'intéresse autant que le fonctionnement de la prostate d'un Rottweiler, et dans les deux cas, j'y mettrai pas le doigt dedans. Attention Lego! Je crois que je n'ai jamais autant rêvé de tenir un truc de 82 cm entre mes mains, en plus de payer 300 balles pour ça, ce qui me paraît quand même un petit peu cher, mais Lego a annoncé son plus gros set Marvel à ce jour, le fameux Daily Bugle, qui est une institution pour aussi bien les fans de ciné, mais surtout les fans de comics. C'est un journal qui est né à l'époque de Timely Comics. Il y a eu Atlas et après ça s'est transformé en Marvel, dans le Marvel Mystery Comics numéro 18, mais il n'y avait que le journal. Stan Lee l'a transporté à l'époque moderne, dans les années 60, dans le numéro 2 des Fantastic Four, mais pareil, on ne voyait pas le building, et il lui a donné une espèce de corps, une espèce de chair avec tout un staff et un immeuble dans le premier Amazing Spider-Man, avec le fameux J. Jonah Jameson, qui est l'un des rares à arriver à séparer la moustache de l'homme politique, tout ça pour pas faire une croix sur son style, et qui est un véritable antagoniste dans les premiers temps et même après de Spider-Man, puisqu'il n'hésite pas, aveuglé par sa haine pour l'araignée, à pactiser de façon complètement idiote avec ne serait-ce que Mysterio, entre autres. Bon, il y a quand même quelques manques de respect sur ce set, on y reviendra après, attention Lego, mais tout de même, 3772 pièces, 27 cm par 27, 82 cm de hauteur, 25 mini-figurines qui intéresseront beaucoup les fans des comics et de tout l'univers de Spider-Man au sens étendu. Attends, ce qui est sympa, c'est que c'est un habile mélange de modernité et d'un petit côté vieillot, vintage, puisque ça a quand même été créé dans les années 60. On voit des petites scénettes sympathiques, donc vous avez le bouffon vert qui traverse l'immeuble, il y a l'homme sable aussi, vous avez le staff iconique, vous avez JJJ, vous avez Robbie, puis vous avez des choix de mini-figurines intéressantes comme cette Firestar qui à la base avait été créée pour le cartoon de Spider-Man des années 80. Ils n'avaient pas les droits sur la torche humaine qu'ils souhaitaient utiliser, et donc ils ont pris les pouvoirs de la torche humaine avec le corps de Mary Jane, ça a fait un cocktail complètement brûlant. Il y a aussi des personnages plus modernes, le Spider-Cochon, Miles Morales, Spider-Gwen, il y a Gwen Stacy aussi, celle qui est à tomber à la renverse. Vous avez des héros qu'on dit plus urbains, Blade, Daredevil, et là on entame le manque de respect avec ce qu'il a sur la tête, ça vient plus de fêter et recevoir que de n'importe quel costumier de super-héros. La fameuse Spider-Mobile, j'aurais jamais cru qu'il la fasse, Tante May, avec un M majuscule comme magnifique, et puis vous avez aussi le Punisher, et là attention,
heureusement qu'il a 2 têtes, parce qu'il y a une des têtes où vraiment on dirait qu'il est en one-man show, parce que c'est le maximum qu'il puisse sourire. Là pour lui il est en train de se marrer, même quand on lui gratouille les couilles avec des scalps de toutes les âmes coupables qu'il y a sur ce monde, il rigole pas autant. Et puis au début je trouvais le design un petit peu trop brut et grossier, cette espèce de bloc rectangulaire gris, mais après je me dis que c'est tout à fait à ça qu'il ressemble dans les comics aussi, c'est le Daily Planet qui est un petit peu plus esthétique. Vous avez tout ce qui fait un immeuble typique new-yorkais, le château d'eau sur le toit, les escaliers de secours en cas d'incendie, et puis au final je me suis dit aussi que la Batmobile elle est noire unie et elle claque autant qu'un Joe Star un petit peu agacé, donc bon je vais peut-être pas hésiter longtemps, je pense que je vais me le prendre, puisque que je me le prenne ou que je me le prenne pas de toute façon, ça serait dommage et douloureux de s'asseoir dessus. Gangster. Il vient du 30e millénaire, ça fait 60 ans qu'il emmerde absolument tous les héros Marvel, on ne sait pas s'il descend de Mister Fantastic, de Docteur Fatalis, voire des deux, puisqu'il a des origines aussi complexes qu'un enfant conçu dans un club échangiste, ou devrais-je dire en Kang Bang, il a beau être tout conquérant, il aura fallu que Kang soit inclus dans le Marvel Cinematic Universe pour qu'il dispose de sa toute première série en 60 ans, à son nom propre, attention qu'il ne s'enflamme pas trop non plus, ce n'est qu'une mini-série en 5 chapitres, mais elle sera importante puisque Colin Kelly, Jackson Lanzing et Carlos Magno raconteront les origines définitives du personnage, jusqu'à la prochaine Redcon, on connaît la chanson, mais en attendant, ils promettent que ce n'est pas une simple origin story, c'est l'histoire d'une vie, et en plus pour un personnage qui en a eu des dizaines. Certains pensent qu'il sera le grand méchant de la phase 4, déjà on sait qu'il y sera introduit dans le prochain Ant-Man, et ça serait bien pour moi qu'il vienne faire le lien avec les 4 fantastiques, et surtout avec Fatalis, dont il serait peut-être avec Richard le descendant. Ça a été sous-entendu et je pense que Fatalis ferait un antagoniste super pour succéder à Thanos, un Fatalis bien arrogant à la Hickman, moi je signe de suite, mais certains disent que comme aussi son personnage fait allusion à l'espace-temps qu'il n'arrête pas de briser, eh bien il pourrait faire un caméo dans la future série Loki, à moins que ça soit Mephisto, tu connais. En tout cas, on peut remercier le MCU de permettre à certains personnages d'avoir leur propre mini-série. À la prochaine en date, c'est une mini-série sur la Winter Guard qu'on apercevra dans le film Black Widow qui risque enfin de sortir et dans laquelle on verra aussi bien la White Widow que le Red Guardian. Fusion! J'en parlais tout à l'heure, pendant qu'en France on verra des agriculteurs venir imiter le cri des animaux qu'ils élèvent devant un jury qui leur tournera le dos et dont un en particulier attendra absolument de voir arriver un éleveur de crocos pour le prendre dans sa team et lui gratter des peaux, c'est The Voice et dans le pré. Aux États-Unis c'est un petit retournement de situation puisque souvenez-vous il y a 3 ans AT&T avait racheté entre autres Warner Media, donc toutes les propriétés intellectuelles. Tu sais quoi, reste comme ça, tu n'avais qu'à pas faire la tournée des terrasses. Bon, toutes les propriétés intellectuelles de la Warner, là, vont être refourguées, ils refilent le bébé, ils en ont marre, et AT&T va chercher à se recentrer sur leur cœur de métier à la base, puisque ce n'était pas la création originale de contenu ou d'exploitation de licences de propriété intellectuelle pour des services de streaming, c'était l'exploitation d'un réseau télécom et surtout l'installation de la future 5G, 6G, 7G, on est dans le turfu. Alors AT&T avait fait un pari, celui de concentrer les moyens de diffusion, le réseau et les contenus originaux qui seraient diffusés sur ces derniers, mais bon, c'est complètement galère de courir 2 lièvres à la fois, surtout quand tes concurrents s'appellent Amazon Prime, Netflix ou encore Disney+, donc ils veulent peut-être un petit peu limiter la casse, ils vont récupérer la moitié des 80 milliards de dollars investis dans l'affaire et ils remettent les clés créatives au patron de Discovery, ils vont créer une nouvelle entreprise et de Warner Media, toutes les propriétés passent dans sa besace, alors il faut toujours savoir un petit peu lire entre les lignes et traduire, quand on entend des discours comme ça, un petit peu creux, un mignon. Nous serons une seule compagnie, on va virer des gens. Une seule culture, on va virer des gens. Une seule mission, on va virer des gens. Des grandes histoires, des grands contenus qui divertissent les gens dans tous les pays du monde, on va virer des gens. On verra ce qui change pour les films, on a déjà perçu Zack Snyder se dresser comme un suricate à l'annonce et foncer vers les studios de Discovery avec la pellicule de la Snyder Cut de Sucker Punch sous le bras. En attendant, nul doute qu'ils prennent très soin de ces poules aux œufs d'or dont ils ont hérité. C'est un petit peu comme la reine Elisabeth II. Ils ont touché littéralement les joyaux de la couronne, puisqu'un film sur Batman marchera toujours mieux que n'importe quel documentaire sur les chauves-souris. Et à la limite, on pourrait dire que Discovery a plus l'habitude de faire de la création originale que AT&T, qui était plus dans une logique comptable. C'est ce qui les avait menés à torturer DC Comics, qu'ils ne jugeaient pas assez rentable comparé aux efforts fournis pour faire de l'édition de comics, puisque c'est ça, la vraie question qui m'intéresse à moi, c'est qu'est-ce que ça va changer pour DC Comics? Alors vous allez me dire,
Ça peut pas être pire qu'avec AT&T. Est-ce que la bifurcation amorcée va continuer, à savoir moins de comics mensuels, moins de floppy, moins d'auteurs signés en exclusivité, plus de Batman évidemment, plus d'éditions reliées dans toutes les librairies, pas que les comic shops, mais dans beaucoup de librairies généralistes pour toucher plus de monde. Ça de toute façon on ne le verra pas avant 2022, le temps de régler toute la paperasse, et j'espère surtout que ça ne va pas se solder comme la dernière fusion, où il y avait eu ce qu'ils ont appelé un bain de sang chez les effectifs de la Warner et de DC Comics, plus de 800 personnes, dont quelques centaines directement chez DC Comics, des éditeurs, plein de gens qui ont été tout bonnement virés très brusquement, et ça a impacté, ça va défigurer les politiques d'édition pour les années à venir, donc l'affaire est à suivre. Du vrac, il y en a un peu plus, je vous le mets quand même, puisque Aquaman aura droit à son édition d'anniversaire, 100 pages d'anthologie, avec ses variantes cover spéciales décennie par décennie, donc 100 pages dans lesquelles plusieurs artistes, plusieurs scénaristes iconiques du personnage reviendront pour quelques mini-histoires. Alors je suis un petit peu déçu de ne pas voir Peter David, mais peut-être qu'on aura des surprises. En parlant de surprises justement, Mark Russell remet le couvert, celui à qui on doit un très bon Alcibiade. Prez, le Second Coming, sorti récemment chez Delcourt, va nous refaire de la satire, donc de l'humour un petit peu critique, un petit peu grinçant. Cette fois c'est sur le thème du rapport entre le robot et l'homme, puisque tous les robots ont remplacé la main d'œuvre humaine et chaque famille doit posséder un robot. On le leur fournit, qui sera vraiment l'aide de la maison, sur lequel vraiment ils se reposent. Et chez les Walters, on a clairement l'impression que leur robot, il passe son temps libre dans le garage à créer des machines pour les exterminer. Ça sent très très bon. Un autre truc qui sent très bon, c'est chez Marvel, ça a été confirmé, c'est bien John Ridley et Juan Cabal qui prendront la suite de Ta-Nehisi Coates sur Black Panther, ça a été dit dans le New York Times, et on a même vu la couverture du premier par Alex Ross, qui est à la fois un bilan et une promesse, un petit peu comme un test de grossesse. Et enfin, Marvel continue d'étendre ses univers transmédiatiques, puisque vous le savez, il y a le Marvel Comics Universe, le Marvel Cinematic Universe, et puis il y a aussi le Marvel Audio Universe, toute une série de podcasts de fiction scriptés en partenariat avec la station de radio Sirius XM. Il y avait eu 2 podcasts sur Wolverine, et puis là, on nous a dévoilé la liste qui s'affiche ici, des acteurs qui vont jouer dans le podcast Old Man Star-Lord, et on sera content de voir qu'il n'est pas assez vieux pour ces conneries, puisque Danny Glover incarnera le personnage de Red. J'espère que ça sortira en français, puisque c'est toujours intéressant. Dites conseil, et vous êtes plein d'artistes à regarder ce JT, ça me touche toujours énormément, je vous respecte à fond, et donc cette news elle est pour vous, et pour tous ceux qui voudraient s'y mettre, puisqu'il n'y a pas d'âge pour s'y mettre. Sachez que le jeune Ken, âgé de 23 ans à l'époque, en 1973, a envoyé une lettre à Monsieur Steve Ditko, co-créateur entre autres de Spider-Man, de Doctor Strange, Hawk and Dove, la question, enfin il a fait plein de choses, c'est une des dingueries visuelles. Après il a travaillé dans la pub, il s'est retiré du monde des comics, mais il avait la réputation de répondre à tous ceux quasiment qui lui écrivaient, donc il y a beaucoup de correspondance avec Steve Ditko. Le jeune lui demande s'il accepte les stagiaires, Ditko répond que non, mais il lui donne quelques conseils, il lui dit qu'il y a plein de bons livres d'art à étudier, il lui dit: travaillez sur ce que vous considérez comme vos points faibles. Qu'est-ce qui les rend faibles ou mauvais? Quelle serait la bonne façon de réaliser tout ça? Qu'est-ce qui pourrait les améliorer? Prenez n'importe laquelle de vos cases, dessinez-la sous autant d'angles ou de points de vue que possible. Des plans d'ensemble, des plans rapprochés, différents types de décors, d'accessoires. Prenez aussi une idée d'histoire pour voir ce qui pourrait être fait en matière de composition, de narration. Prenez une ou plusieurs silhouettes que vous avez dessinées, voyez ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Continuez à redessiner cette silhouette ou ce groupe de personnes jusqu'à ce que vous soyez persuadé de savoir quelles étaient les erreurs et pourquoi vous les avez faites. Si vous dessinez une main qui n'est pas bonne, eh bien redessinez cette main et superposez-la avec l'autre en étudiant chaque dessin pour éliminer les erreurs. Et donc il lui dit travaillez à partir de formes de base, les détails sont la dernière chose dont il faut vous préoccuper. Donc partir des formes simples pour aller vers les détails et pas l'inverse. Répétition pour fixer la notion, donc travailler, dessiner et dessiner, et puis surtout mettre le dessin au service de la narration, puisque n'oubliez pas que c'est de l'art séquentiel, donc il faut raconter une histoire. Voilà, merci Monsieur Ditko. Lisez cette semaine, j'ai eu beaucoup de travail, donc j'ai pas eu le temps de lire grand chose, je n'ai même pas pu lire mon petit Firepower, le tome 2, que j'attends de lire avec impatience, puisque déjà pour moi c'est une forme d'artbook. Chris Samney c'est un tueur monumental, donc même si l'histoire du 1 m'avait paru un petit peu basique, c'était un régal pour les yeux. Il y avait des scènes notamment du Kung Fu Basket, c'était complètement délirant, donc il me tarde de lire
ce tome 2. J'ai quand même pu regarder quelques épisodes de Love, Death, Robots, la saison 2, hein, les deux premiers, notamment le numéro 2 qui m'a beaucoup plu puisque c'est la même équipe que le Bleu Zima. Alors j'ai trouvé qu'il y avait plus de fond dans le Bleu Zima, mais alors la claque graphique avec cet épisode de la saison 2, elle est monumentale. Enfin, j'ai encore des images en tête de tout. Enfin, je ne vais pas vous spoiler, mais c'est monumental. On le doit à monsieur Robert Vallée. À chaque fois qu'il fait quelque chose, de toute façon, c'est du grand art. Hein. Et puis bon, je pense que je ne vais pas résister à l'appel du ciné. Hein. J'ai résisté déjà à toutes les propositions de mon tonton d'América pour qu'il m'envoie le film The Phaser, Anthony Hopkins, Olivia Colman. Ça sent la prestation aux petits oignons. Hein. Donc je pense que celui-là, j'irai vraiment le voir au ciné. Je vous laisse me dire ce que vous lisez ou geekez, ou comment vous profitez de votre cette espèce de mini déconfinement. Faites attention quand même, hein, surtout pour ceux qui ont l'habitude de se mettre à lécher les tables des bars hein, quand ils ont 3,5 grammes. C'est très déconseillé. C'est la fin de ce JT, hein. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à le suivre, merci de mettre des pouces bleus, merci de le partager sur Facebook, de tweeter, de retweeter, de m'incorporer dans vos stories Instagram, merci, je fais un bisou à tous les fous furieux, toute l'équipe du Discord. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur YouTube où je finis toujours par répondre à chacun d'entre vous, parfois avec du retard, mais quand même. Sur les réseaux sociaux aussi, vous pouvez me laisser vos petits messages pour El Bando del Pueblo, votre espace de liberté. Je vous fais des bisous, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Non mais attends, tu vas pas réouvrir les packs d'attractions sans les attractions, quoi. C'est comme si tu vas dans un strip club et qu'il n'y a pas cette petite odeur de transpi mélangée au cuir, quoi. C'est pas possible. Bon, avant j'allais dans un bar rap, j'avais ma préférée, elle descendait en Spider-Man en grand écart, hein, je l'appelais Lady Sif. Ah, ça me manque.